Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Le Spéronard. Par Alexandre Dumas. Chapitre 1. La Santa Maria di Piedigrotta. Le soir même de notre arrivée à Naples, nous courûmes sur le port, Jadin et moi, pour nous informer si par hasard quelques bâtiments, soit à vapeur, soit à voile, ne partaient pas le lendemain pour la Sicile. Comme il n'est pas dans les habitudes ordinaires des voyageurs d'aller à Naples pour y rester quelques heures seulement, disons un mot, des circonstances qui nous forçaient de hâter notre départ. Nous étions partis de Paris dans l'intention de parcourir toute l'Italie, Sicile et Calabre comprises, et mettant religieusement ce projet à exécution, nous avions déjà visité Nice, Gênes, Milan, Florence et Rome, lorsqu'après un séjour de 3 semaines dans cette dernière ville, j'eus l'honneur de rencontrer chez Monsieur le Marquis de T, chargé des affaires de France, Monsieur le Comte de Ludorf, ambassadeur de Naples. Comme je devais partir dans quelques jours pour cette ville, le Marquis de T jugea convenable de me présenter à son honorable confrère, afin de me faciliter d'avance les voies diplomatiques qui devaient m'ouvrir la barrière de Terracine. Monsieur de Ludorf me reçut avec ce sourire vide et froid qui n'engage à rien, ce qui n'empêcha point que 2 jours après, je ne me crusse dans l'obligation de lui porter mes passeports moi-même. Monsieur de Ludorf eut la bonté de me dire de déposer nos passeports dans ses bureaux, et de repasser le surlendemain pour les reprendre. Comme nous n'étions pas autrement pressés, attendu que les mesures sanitaires en vigueur à propos du choléra prescrivaient une quarantaine de 28 jours, et que nous avions par conséquent près d'1 semaine devant nous, je pris congé de Monsieur de Ludorf, me promettant bien de ne plus me laisser présenter à aucun ambassadeur, que je n'eusse pris auparavant sur lui les renseignements les plus circonstanciés. Les 2 jours écoulés, je me présentai au bureau des passeports. J'y trouvai un employé qui, avec les meilleures façons du monde, m'apprit que quelques difficultés s'étant élevées au sujet de mon visa, il serait bon que je m'adressasse à l'ambassadeur lui-même pour les faire lever. Force me fut donc, quelque résolution contraire que j'eusse prise, de me présenter de nouveau chez Monsieur de Ludorf. Je trouvai Monsieur de Ludorf plus froid et plus compassé encore que d'habitude, mais comme je pensais que ce serait probablement la dernière fois que j'aurais l'honneur de le voir, je patientai. Il me fit signe de m'asseoir, je pris un siège. Il y avait progrès sur la première fois. La première fois, il m'avait laissé debout. Monsieur, me dit-il avec un certain embarras, et en tirant les uns après les autres les plis de son jabot, je suis désolé de vous dire que vous ne pouvez aller à Naples. Comment cela ? Demandai-je, bien décidé à imposer à notre dialogue le ton qui me plairait. Est-ce que les chemins seraient mauvais, par hasard ? Non, monsieur. Les routes sont superbes, au contraire. Mais vous avez le malheur d'être porté sur la liste de ceux qui ne peuvent pas entrer dans le royaume napolitain. Quelque honorable que soit cette distinction, monsieur l'ambassadeur, repris-je en assortissant le ton aux paroles, comme elle briserait à la moitié le voyage que je compte faire. Ce qui ne serait pas sans quelque désagrément pour moi, vous me permettrez d'insister, je l'espère, pour connaître la cause de cette défense. Si c'était une de ces causes légères comme il s'en rencontre à chaque pas en Italie, j'ai quelques amis de par le monde, qui, je le crois, auraient la puissance de les faire lever. Ces causes sont très graves, monsieur, et je doute que vos amis, si haut placés qu'ils soient, aient l'influence de les faire lever. Mais enfin, sans indiscrétion, monsieur, pourrait-on les connaître ? Oh ! Mon Dieu, oui, répondit négligemment Monsieur de Ludorf, et je ne vois aucun inconvénient à vous les dire. J'attends, monsieur. D'abord, vous êtes le fils du général Mathieu Dumas, qui a été ministre de la guerre à Naples, pendant l'usurpation de Joseph. Je suis désolé, monsieur l'ambassadeur, de décliner ma parenté avec l'illustre général que vous citez, mais vous êtes dans l'erreur, et malgré la ressemblance du nom,
Il n'y a même entre nous aucun rapport de famille. Mon père est, non pas le général Mathieu, mais le général Alexandre Dumas. Du général Alexandre Dumas? Reprit monsieur de Ludorff, en ayant l'air de chercher à quel propos il avait déjà entendu prononcer ce nom. Oui, repris-je, le même qui, après avoir été fait prisonnier à Tarente au mépris du droit de l'hospitalité, fut empoisonné à Brindisi avec Maucourt et Dolomieu, au mépris du droit des nations. Cela se passait en même temps que l'on pendait Caracciolo dans le golfe de Naples. Vous voyez, monsieur, que je fais tout ce que je puis pour aider vos souvenirs. Monsieur de Ludorff se pinça les lèvres. Eh bien, monsieur, reprit-il après un moment de silence, il y a une seconde raison, ce sont vos opinions politiques. Vous nous êtes désignés comme républicains, et vous n'avez quitté, nous a-t-on dit, Paris, que pour affaires politiques. À cela je répondrai, monsieur, en vous montrant mes lettres de recommandation. Elles portent presque tout le cachet des ministères et la signature de nos ministres. Voyez, en voici une de l'amiral Jacob, en voici une du maréchal Soult, et en voici une de monsieur Villemain. Elles réclament pour moi l'aide et la protection des ambassadeurs français, dans les cas pareils à celui où je me trouve. Eh bien, dit monsieur de Ludorff, puisque vous aviez prévu le cas où vous vous trouvez, faites-y face, monsieur, par les moyens qui sont en votre pouvoir. Pour moi, je vous déclare que je ne viserai pas votre passeport. Quant à ceux de vos compagnons, comme je ne vois aucun inconvénient à ce qu'ils aillent où ils voudront, les voici. Ils sont en règle, et ils peuvent partir quand il leur plaira, mais, je suis forcé de vous le répéter, ils partiront sans vous. Monsieur le comte de Ludorff a-t-il des commissions pour Naples? Demandai-je en me levant. Pourquoi cela, monsieur? Parce que je m'en chargerai, avec le plus grand plaisir. Mais je vous dis que vous ne pouvez point y aller. J'y serai dans 3 jours. Je saluai monsieur de Ludorff, et je sortis le laissant stupéfait de mon assurance. Il n'y avait pas de temps à perdre, si je voulais tenir ce que j'avais promis. Je courus chez un élève de l'école de Rome, vieil ami à moi, que j'avais connu dans l'atelier de monsieur Lethière, qui était, lui, un vieil ami de mon père. Mon cher Guichard, il faut que vous me rendiez un service. Lequel? Il faut que vous alliez demander immédiatement à monsieur Ingres une permission pour voyager en Sicile et en Calabre. Mais, mon très cher, je n'y vais pas. Non, mais j'y vais, moi, et comme on ne veut pas m'y laisser aller avec mon nom, il faut que j'y aille avec le vôtre. Ah, je comprends. Ceci est autre chose. Avec votre permission, vous allez demander un passeport à notre chargé d'affaires. Suivez bien le raisonnement. Avec le passeport de notre chargé d'affaires, vous allez prendre le visa de l'ambassadeur de Naples, et, avec le visa de l'ambassadeur de Naples, je pars pour la Sicile. À merveille. Et quand vous faut-il cela? Tout de suite. Le temps d'ôter ma blouse et de monter à l'académie. Moi, je vais faire mes paquets. Où vous retrouverai-je? Chez Pastrini, place d'Espagne. Dans 2 heures j'y serai. En effet, 2 heures après, Guichard était à l'hôtel avec un passeport parfaitement en règle. Comme on n'avait pas pris la précaution de le présenter à monsieur de Ludorff, l'affaire avait marché toute seule. Le même soir, je pris la voiture d'Angrisani, et le surlendemain j'étais à Naples. Je me trouvais de 36 heures en avance sur l'engagement que j'avais pris, avec monsieur de Ludorff. Comme on voit, il n'avait pas à se plaindre. Mais ce n'était pas le tout d'être à Naples. D'un moment à l'autre, je pouvais y être découvert. J'avais connu à Paris un très illustre personnage qui y passait pour marquis, et qui se trouvait alors à Naples, où il passait pour mouchard. Si je le rencontrais, j'étais perdu. Il était donc urgent de gagner Palerme ou Messine.
Voilà pourquoi, le jour même de notre arrivée, nous accourions, Jadin et moi, sur le port de Naples, pour y chercher un bâtiment à vapeur ou à voile qui pût nous conduire en Sicile. Dans tous les pays du monde, l'arrivée et le départ des bateaux à vapeur sont réglés. On sait quel jour ils partent et quel jour ils arrivent. À Naples. Le capitaine est le seul juge de l'opportunité de son voyage. Quand il a son contingent de passagers, il allume ses fourneaux et fait sonner la cloche. Jusque-là, il se repose, lui et son bâtiment. Malheureusement, nous étions au 22 août, et comme personne n'était curieux d'aller se faire rôtir en Sicile par une chaleur de 30 degrés, les passagers ne donnaient pas. Le second, qui par hasard était à bord, nous dit que le paquebot ne se mettrait certainement pas en route avant 8 jours, et encore qu'il ne pouvait pas même pour cette époque nous garantir le départ. Nous étions sur le môle à nous désespérer de ce contretemps, tandis que Milord furetait partout pour voir s'il ne trouverait pas quelque chat à manger, lorsqu'un matelot s'approcha de nous, le chapeau à la main, et nous adressa la parole en patois sicilien. Si peu familiarisés que nous fussions avec cet idiome, il ne s'éloignait pas assez de l'italien, pour que je ne pusse comprendre, qu'il nous offrait de nous conduire où nous voudrions. Nous lui demandâmes alors sur quoi il comptait nous conduire, disposés que nous étions à partir sur quelque chose que ce fût. Aussitôt il marcha devant nous, et s'arrêtant près de la lanterne, il nous montra, à 50 pas en mer et dormant sur son ancre, un charmant petit bâtiment de la force d'un chasse-marée, mais si coquettement peint en vert et en rouge, que nous nous sentîmes pris tout d'abord pour lui d'une sympathie qui se manifesta sans doute sur notre physionomie, car, sans attendre notre réponse, le matelot fit signe à une barque de venir à nous, sauta dedans, et nous tendit la main pour nous aider à y descendre. Notre spéronar, c'est le nom que l'on donne à ces sortes de bâtiments, n'avait rien à perdre à l'examen, et plus nous nous approchions du navire, plus nous voyions se développer ses formes élégantes, et ressortir la vivacité de ses couleurs. Il en résulta qu'avant de mettre le pied à bord, nous étions déjà à moitié décidés. Nous y trouvâmes le capitaine. C'était un beau jeune homme de 28 à 30 ans, à la figure ouverte et décidée. Il parlait un peu mieux italien que son matelot. Nous pûmes donc nous entendre, ou à peu près. Un quart d'heure plus tard, nous avions fait marcher à 8 ducats par jour. Moyennant 8 ducats par jour, le bâtiment et l'équipage nous appartenaient corps et âme, planches et toiles. Nous pouvions le garder tant que nous voudrions, le mener où nous voudrions, le quitter où nous voudrions, nous étions libres, seulement temps tenu, temps payé. C'était trop juste. Je descendis dans la cale, le bâtiment n'était chargé que de son lest. J'exigeais du capitaine qu'il s'engageât positivement à ne prendre ni marchandises ni passagers. Il me donna sa parole. Il avait l'air si franc, que je ne lui demandai pas d'autre garantie. Nous remontâmes sur le pont, et je visitai notre cabine. C'était tout bonnement une espèce de tente circulaire en bois, établie à la poupe, et assez solidement amarrée à la membrure du bâtiment, pour n'avoir rien à craindre d'une rafale de vent, ou d'un coup de mer. Derrière cette tente, était un espace libre pour la manœuvre du gouvernail. C'était le département du pilote. Cette tente était parfaitement vide. C'était à nous de nous procurer les meubles nécessaires, le capitaine de la Santa Maria di Piedigrotta, ne logeant point en garni. Au reste, vu le peu d'espace, ces meubles devaient se borner à 2 matelas, à 2 oreillers et à 4 paires de draps. Le plancher servait de couchette. Quant au matelot, le capitaine compris, il dormait ordinairement pêle-mêle dans l'entrepont. Nous convînmes d'envoyer les 2 matelas, les 2 oreillers et les 4 paires de draps dans la soirée, et le moment du départ fut fixé au lendemain, 8 heures du matin. Nous avions déjà fait une centaine de pas, en nous félicitant, Jadin et moi, de notre résolution,
lorsque le capitaine courut après nous. Il venait nous recommander par-dessus tout de ne pas oublier de nous munir d'un cuisinier. La recommandation me parut assez étrange pour que je voulusse en avoir l'explication. J'appris alors que, dans l'intérieur de la Sicile, pays sauvage et désolé, où les auberges, quand il y en a, ne sont que des lieux de halte, un cuisinier est une chose de première nécessité. Nous promîmes au capitaine de lui en envoyer un, en même temps que notre repas. Mon premier soin, en rentrant, fut de m'informer à monsieur Martin Zir, maître de l'hôtel de la Vittoria, où je pourrais trouver le cordon bleu demandé. Monsieur Martin Zir me répondit que cela tombait à merveille, et qu'il avait justement mon affaire sous la main. Au premier abord, cette réponse me satisfit si complètement, que je montai à ma chambre sans insister davantage, mais, arrivé là, je pensais qu'il n'y avait pas de mal à prendre quelques renseignements préalables sur les qualités morales de notre futur compagnon de voyage. En conséquence, j'interrogeai un des serviteurs de l'hôtel, qui me répondit que je pouvais être d'autant plus tranquille sous ce rapport, que c'était son propre cuisinier, que me donnait monsieur Martin. Malheureusement, cette abnégation, loin de me rassurer de la part de mon hôte, ne fit qu'augmenter mes craintes. Si monsieur Martin était content de son cuisinier, comment s'en défaisait-il en faveur du premier étranger venu? S'il n'en était pas content, si peu difficile que je sois, j'en aimais autant un autre. Je descendis donc chez monsieur Martin, et je lui demandai si je pouvais réellement compter sur la probité et la science de son protégé. Monsieur Martin me répondit en me faisant un éloge pompeux des qualités de Giovanni Cama. C'était à l'entendre, l'honnêteté en personne, et, ce qui était bien de quelque importance aussi pour l'emploi que je comptais lui confier, l'habileté la plus parfaite. Il avait surtout la réputation du meilleur friteur, qu'on me passe le mot, je n'en connais pas d'autre pour traduire frittator, non seulement de la capitale, mais du royaume. Plus monsieur Martin enchérissait sur ses éloges, plus mon inquiétude augmentait. Enfin, je me hasardai à lui demander comment, possédant un tel trésor, il consentait à s'en séparer. Hélas, me répondit en soupirant monsieur Martin, c'est qu'il a, malheureusement pour moi qui reste à Naples, un défaut qui devient sans importance pour vous qui allez en Sicile. Et lequel? M'informai-je avec inquiétude. Il est appassionato, me répondit monsieur Martin. J'éclatai de rire. C'est qu'en passant devant la cuisine, monsieur Martin m'avait fait voir Cama à son fourneau, et Cama, dans toute sa personne, depuis le haut de sa grosse tête jusqu'à l'extrémité de ses longs pieds, était bien l'homme du monde auquel me paraissait convenir le moins une pareille épithète. D'ailleurs, un cuisinier passionné, cela me paraissait mythologique au premier degré. Cependant, voyant que mon hôte me parlait avec le plus grand sérieux, je continuai mes questions. Et passionné de quoi? Demandai-je. De Roland, me répondit monsieur Martin. De Roland? Répétai-je, croyant avoir mal entendu. De Roland, reprit monsieur Martin avec une consternation profonde. Ah ça, dis-je, commençant à croire que mon hôte se moquait de moi, il me semble, mon cher monsieur Martin, que nous parlons sans nous entendre. Cama est passionné de Roland, qu'est-ce que cela veut dire? Avez-vous jamais été au môle? Me demanda monsieur Martin. À l'instant où je suis rentré, je venais de la lanterne même. Oh? Mais ce n'est pas l'heure. Comment, ce n'est pas l'heure? Non. Pour que vous comprissiez ce que je veux dire, il faudrait que vous y eussiez été le soir, quand les improvisateurs chantent. Y avez-vous jamais été le soir? Comment voulez-vous que j'y ai été le soir? Je suis arrivé ici depuis ce matin seulement, et il est 2 heures de l'après-midi. C'est juste. Eh bien.
Vous avez quelquefois, parmi les proverbes traditionnels sur Naples, entendu dire que, lorsque le Lazzarone a gagné 2 sous, sa journée est faite? Oui. Mais savez-vous comment il divise ces 2 sous? Non. Y a-t-il indiscrétion à vous le demander? Pas le moins du monde. Comptez-moi cela, alors, hein? Eh bien, il y a 1 sou pour le macaroni, 2 liards pour le cocomero, 1 liard pour le sambuco, et 1 liard pour l'improvisateur. L'improvisateur est, après la pâte qu'il mange, l'eau qu'il boit et l'air qu'il respire, la chose la plus nécessaire au Lazzarone. Or, que chante presque toujours l'improvisateur? Il chante le poème du divin Arioste, l'Orlando Furioso. Il en résulte que, pour ce peuple primitif aux passions exaltées et à la tête ardente, la fiction devient réalité. Les combats des paladins, les félonies des géants, les malheurs des châtelaines, ne sont plus de la poésie, mais de l'histoire. Il en faut bien une au pauvre peuple, qui ne sait pas la sienne. Aussi s'éprend-il de celle-là, hein? Chacun choisit son héros et se passionne pour lui. Ceci pour Renaud, ce sont les jeunes têtes, cela pour Roland, ce sont les cœurs amoureux, quelques-uns pour Charlemagne, ce sont les gens raisonnables. Il n'y a pas jusqu'à l'enchanteur Merlin, qui naît ses prosélytes. Eh bien, comprenez-vous maintenant? Cet animal de Kama est passionné de Roland. Parole d'honneur? C'est comme je vous le dis. Eh bien, qu'est-ce que cela fait? Ce que cela fait? Oui. Cela fait que, lorsque vient l'heure de l'improvisation, il n'y a pas moyen de le retenir à la cuisine, ce qui est assez gênant, vous en conviendrez, dans une maison comme la nôtre, où il descend des voyageurs à toute heure du jour ou de la nuit. Et enfin, cela ne serait rien encore, mais attendez donc, c'est qu'il y a ici un valet de chambre qui est renaudiste, et que si, sans y penser, j'ai le malheur de l'envoyer à la cuisine au moment du dîner, alors tout est perdu. La discussion s'engage sur l'un ou sur l'autre de ces 2 braves paladins, les gros mots arrivent, chacun exalte son héros et rabaisse celui de son adversaire, il n'est plus question que de coups d'épée, de géants aussi, de châtelaines délivrées. De la cuisine, plus un mot, de sorte que le pot-au-feu se consume, les broches s'arrêtent, le rôti brûle, les sauces tournent, le dîner est mauvais, les voyageurs se plaignent, l'hôtel se vide, et tout cela parce qu'un gredin de cuisinier s'est mis en tête d'être fanatique de Roland. Comprenez-vous maintenant? Tiens, c'est drôle. Mais non, c'est que ce n'est pas drôle du tout, surtout pour moi, mais quant à vous, cela doit vous être parfaitement égal. Une fois en Sicile, il n'aura plus là son damné improvisateur et son enragé valet de chambre, qui lui font tourner la tête. Il rôtira, il fricassera à merveille, et de plus, il fera tout pour vous, si vous lui dites seulement une fois tous les 8 jours qu'Angélique est une drôlesse, et Médor un polisson. Je le lui dirai. Vous le prenez donc? Sans doute, puisque vous m'en répondez. On fit monter Kama. Kama fit quelques objections sur le peu de temps qu'il avait pour se préparer à un pareil voyage, et sur les dangers qu'il pouvait y courir. Mais, dans la conversation, je trouvais moyen de placer un mot gracieux pour Roland. Aussitôt Kama écarquilla ses gros yeux, fendit sa bouche jusqu'aux oreilles, se mit à rire stupidement, et, séduit par notre communauté d'opinion sur le neveu de Charlemagne, se mit entièrement à ma disposition. Il en résulta que, comme je l'avais promis au capitaine, j'envoyai Kama le même soir coucher à bord, avec les malles, les matelas et les oreillers, que nous allâmes rejoindre le lendemain à l'heure convenue. Nous trouvâmes tous nos matelots sur le pont, et nous attendant. Sans doute, ils avaient aussi grande impatience de nous connaître que nous, de les voir. Ce n'était pas une question moindre pour eux que pour nous, que celle de savoir si nos caractères sympathiseraient avec les leurs. Il y allait pour nous de presque tout le plaisir que nous nous promettions du voyage. Il y allait pour eux de leur bien-être et de leur tranquillité pendant 2 ou 3 mois.
L'équipage se composait de 9 hommes, d'un mousse et d'un enfant, tous nés ou du moins domiciliés au village d'Ella Pace, près de Messine. C'étaient de braves Siciliens dans toute la force du terme, à la taille courte, aux membres robustes, au teint basané, aux yeux arabes, détestant les Calabrais, leurs voisins, et exécrant les Napolitains, leurs maîtres, parlant ce doux idiome de Mélie qui semble un chant, et comprenant à peine la langue florentine si fière de la suprématie que lui accorde son Académie de la Crusca. Toujours complaisant, jamais servile, nous appelant Excellence et nous baisant la main, parce que cette formule et cette action, qui chez nous, ont un caractère de bassesse, ne sont chez eux que l'expression de la politesse et du dévouement. À la fin du voyage, ils arrivèrent à nous aimer comme des frères, tout en continuant à nous respecter comme des supérieurs, distinction subtile où l'affection et le devoir avaient gardé leur place. Et ils nous rendaient juste ce que nous avions le droit d'attendre en échange de notre argent et de nos bons procédés. Leur nom était Giuseppe Arena, capitaine; Nunzio, premier pilote; Vincenzo, second pilote; Pietro, frère de Nunzio; Giovanni, Filippo, Antonio, Sieni, Gaetano. Le mousse et le fils du capitaine, gamin âgé de 6 ou 7 ans, complétaient l'équipage. Maintenant, que nos lecteurs nous permettent, après avoir embrassé avec nous du regard l'équipage en masse, de jeter un coup d'œil particulier sur ceux de ces braves, qui se distinguent par un caractère ou une spécialité quelconque. Nous avons à faire avec eux un assez long voyage, et pour qu'ils prennent intérêt à notre récit, il faut qu'ils connaissent nos compagnons de route. Nous allons donc les faire apparaître tout à coup à leurs yeux, tels qu'ils se découvriront à nous successivement. Le capitaine Giuseppe Arena était, comme nous l'avons dit, un bel homme de 28 ou 30 ans, à la figure franche et ouverte dans les circonstances habituelles, à la figure calme et impassible dans les moments de danger. Il n'avait que très peu de connaissances en navigation, mais comme il possédait quelque fortune, il avait acheté son bâtiment, et cet achat lui avait naturellement valu le titre de capitaine. Quant au droit ou au pouvoir que ce titre lui donnait sur ses hommes, nous ne le vîmes pas une seule fois en faire usage. À part une légère nuance de respect qu'on lui accordait sans qu'il l'exigeât, et qu'il fallait les yeux de l'habitude pour bien distinguer, l'équipage vivait avec lui, sur un pied d'égalité, tout à fait patriarcal. Nunzio le pilote était après le capitaine le personnage le plus important du bord. C'était un homme de 50 ans, court et robuste, au teint de bistre, aux cheveux grisonnants, au visage rude, et qui naviguait depuis son enfance. Il était vêtu d'un pantalon de toile bleue, et d'une chemise de bure. Dans les temps froids ou pluvieux, il ajoutait à ce strict nécessaire une espèce de manteau à capuchon, qui tenait à la fois du paletot de l'Occident, et du burnous méridional. Ce manteau, qui était de couleur brune, brodé de fils rouges et bleus aux poches et aux ouvertures des manches, tombait raide et droit, et donnait à sa physionomie un admirable caractère. Au reste, Nunzio était l'homme essentiel ou plutôt indispensable. C'était l'œil qui veillait sur les rochers, l'oreille qui écoutait le vent, la main qui guidait le navire. Dans les gros temps, le capitaine redevenait simple matelot, et lui remettait tout le pouvoir. Alors du gouvernail, que d'ailleurs quelque temps qu'il fit, il ne quittait jamais que pour la prière du soir, il donnait ses ordres avec une fermeté et une précision telles, que l'équipage obéissait comme un seul homme. Son autorité avait la durée de la tempête. Lorsqu'il avait sauvé le navire et la vie de ceux qui le montaient, il se rasseyait simple et calme à l'arrière du bâtiment, et redevenait Nunzio le pilote. Mais, quoiqu'il eût abandonné son autorité, il conservait son influence, car Nunzio, religieux comme un vrai marin, était considéré à l'égal d'un prophète. Ses prédictions, à l'endroit du temps qu'il prévoyait d'avance à des signes imperceptibles à tous les autres yeux, n'avaient jamais été démenties par les événements, de sorte que l'affection que lui portait l'équipage était mêlée d'un certain respect religieux, qui nous étonna d'abord, mais que nous finîmes bientôt par partager, tant est grande sur l'homme, quelle que soit sa condition,
L'influence d'une supériorité quelconque. Vincenzo, que nous plaçons le troisième plutôt pour suivre la hiérarchie des rangs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.